Donc, je vais laisser la parole à Annette Becker, qui, comme notre intervenant, le premier intervenant, Gert Krumreich, et alors, je ne sais pas, est-ce que tu es au Centre international de recherche de l'histoire de la Grande Guerre de Péronne? On change parce qu'il faut changer pour les lois de 1901. Donc, je crois que en ce moment, je suis vice-présidente. D'accord. Ah, je croyais que c'était Gert. Donc, bon, oui, on doit être deux vice-présidentes voilà. en ce moment. Ah, d'accord. Voilà. Et Annette est professeure d'histoire à l'Université Paris-Ouest Nanterre. Et donc, va nous parler des Juifs européens dans la Grande Guerre, des fronts contrastés. Annette. Pour Abel Pan, le dessinateur juif russe que nous avons juste à côté, qui vit à Paris, les Juifs coupables de tout et rejetés forment une image familière. Aussi aligne-t-il côte à côte tous les peuples belligérants qui ne s'entendent finalement que sur un seul point. La responsabilité de la guerre, comme vous le voyez, revient aux Juifs, dont la taille minuscule n'est qu'un subterfuge. Face aux grandes puissances, aux symboliques nationales très reconnaissables, vous avez Marianne, vous avez John Bull, le Juif n'est que stéréotype physique, petit, tout petit, voûté, corps sans colonne vertébrale, sans frontières, sans appartenance nationale. Dans le monde en guerre, une série de codes culturels issus d'un passé très lointain ou récent vont être recyclés en nouveaux stéréotypes, et c'est de ces stéréotypes que je vais vous parler aujourd'hui. On peut dire, pour faire très, très vite, qu'avant 14, les Juifs russes étaient avant tout des Juifs persécutés, les Juifs allemands, des membres d'une minorité ethnico-culturelle plus ou moins bien intégrée, on en a entendu beaucoup parler aujourd'hui, puisque certaines professions, dont celle d'officier supérieur, leur étaient interdites, et les Juifs français ou israélites, des républicains à l'idéal du mérite et du service exacerbé. Cependant, on l'a déjà vu aujourd'hui aussi, sortis meurtris de l'affaire Dreyfus, qui n'a pas été loin de là qu'une affaire franco-française, les caricatures pro et surtout anti ayant circulé dans toute l'Europe. La double appartenance à chacune des nations et au judaïsme culturel ou religieux, malgré un engagement sans faille dans les communautés de souffrance et d'héroïsme, dans le souvenir de l'émancipation passée, exige, je crois, une lecture très nuancée des unions sacrées. Car divers stéréotypes continuent à informer de leur structure issue du XIXe siècle, voire quelquefois beaucoup plus ancienne, les représentations des uns et des autres. Car pour être acceptés dans les unions sacrées, voire parfois pour s'accepter eux-mêmes, comme on l'a vu plusieurs fois aujourd'hui, les Juifs doivent en permanence prouver, être comptés, en faire toujours plus. On les voit ici, Juifs allemands et Juifs français, côte à côte, mais dans des cimetières militaires. Quand certains déclarent payer leurs dettes à ceux qui les ont accueillis, ils font rejaillir sur eux l'éternel soupçon de compte réel ou symbolique, pardon, c'était pas ça que je voulais montrer. En mourant et en tenant au front et à l'arrière, ils font tout pour se prouver à eux-mêmes et surtout aux autres qu'ils ont atteint définitivement l'intégration. Et pourtant, on saisit bien à travers l'Europe de l'Ouest et encore plus l'Europe de l'Est la persistance des clichés péjoratifs, conscients ou inconscients. Donc je verrai les choses en deux parties, l'Europe de l'Ouest et l'Europe de l'Est, puisque comme on l'a vu depuis ce matin, les choses sont extrêmement différentes. En Europe de l'Ouest, être juif, c'est faire le choix de la prééminence nationale, jamais le choix d'une appartenance commune à un judaïsme, ou presque pas. Tous les juifs participent à l'effort de guerre de leur patrie sur les fronts militaires et domestiques. Ici, voilà des juifs allemands qui prient pour Kippour, mais ils prient dans une église de Tourcoing qu'ils ont occupée, réquisitionnée, et l'image est évidemment extrêmement forte. D'une part, chaque nation belligérante fait un sort, je dirais, à ses propres juifs en utilisant les vieux stéréotypes. Voilà ici le stéréotype de l'usure, de l'amour de l'argent, des comptes, des décomptes. On les fait en argent ou on les fait en vie.
Voilà Forain, qui est un habituel de l'antisémitisme, mais là, il faut dire que c'est un des dessinateurs les plus regardés dans la France en guerre. Il y a tous les jours des millions et des millions et des millions de personnes qui regardent ce genre de caricature. Je vous offre encore un délai d'un mois, dit-il, dit l'usurier juif, et je suis désolée, c'est coupé, je ne comprends pas pourquoi. Le soldat répond: à quoi bon, ma jambe ne repoussera pas pendant ce temps-là. On a donc la construction d'ennemis externes, mais aussi la construction d'ennemis internes qui sont définis, et bien souvent ces ennemis internes sont des étrangers ou des juifs, même si ces juifs, bien sûr, sont de la nationalité en question. Mais cela va même plus loin que cela. Dans cette guerre, les ennemis, à l'externe, peuvent être représentés à un moment ou à un autre comme juifs, c'est-à-dire le comble de l'altérité haïssable, et c'est là qu'on arrive à des choses particulièrement sophistiquées. Dans les pays belligérants du front occidental, je parlerai surtout de l'Allemagne et de la France, et beaucoup moins du Royaume-Uni, puisque ce n'était pas le sujet d'aujourd'hui. Les Juifs, on l'a vu longuement aujourd'hui, ont toujours privilégié leur appartenance nationale, et donc c'est la citoyenneté qui l'a toujours emporté. Et la guerre, on l'a vu longuement aujourd'hui, dans tous les cas, a renforcé les liens entre les Juifs et leurs compatriotes. Eh bien, malgré cela, il y a dans tous les cas un certain nombre de critiques, ou qui vont même plus que là, de stéréotypes issus de l'antijudaïsme et de l'antisémitisme qu'on va voir revenir de façon absolument constante. Et puis, il y a aussi une façon d'utiliser l'antijudaïsme traditionnel, je dirais, bien avant l'antisémitisme, pour caractériser l'ennemi. Et là, vous en avez un exemple pris dans chaque camp. Vous avez à droite le journal de dessin très brillant allemand, Simplicissimus, et vous avez les rois mages qui se dirigent vers l'étoile de Bethlehem Steel, celle du capitalisme américain enjuivé. Et il y a un jeu de mots sur Morgenstern, Vénus, ou étoile du berger. Comme ça ne peut laisser aucun doute. Et de l'autre côté, vous avez une visite des rois mages à la crèche. Cette fois, les rois mages sont les Guillaume II d'abord. Et on a ici l'offrande des cadeaux allemands, qui sont les cadeaux des différentes atrocités. Dans d'autres représentations, on peut avoir par exemple Guillaume II qui apporte, merci, le Lusitania de la même façon. Donc on a bien des ennemis qui sont représentés, avec un arrière-fond de la caricature anti-juive très ancienne, et qui est évidemment très intéressante. C'est-à-dire que le public peut apprécier ces images, qui sont des images anciennes, qui datent souvent, y compris le Moyen-Âge. On a beaucoup étudié, par exemple, comment la figure de quelqu'un comme Balthazar permettait de réfléchir à la figure du noir dans les représentations occidentales. Et là, on a exactement la même chose. Mais on voit aussi que, sous prétexte de s'attaquer, par exemple, aux Allemands et à leurs crimes de guerre, ou à l'inverse, aux agissements des Britanniques pour faire entrer les Américains et leurs dollars, évidemment, dans le conflit, on les représente sous les traits de juifs ou d'amis des juifs.
Donc on a donc une judéophobie, je dirais, parfaitement banale, celle de la trahison, celle du parti de l'étranger et celle du pouvoir de l'argent d'autre part. On a un ensemble parfaitement cohérent. Pour accuser l'ennemi, donc, tout est permis. Et ce sont les caricaturistes de l'Entente qui sont les plus brillants à ce niveau-là. Guillaume II, mais aussi très souvent son allié, le roi de Bulgarie, Ferdinand de Saxe-Cobourg, qui a eu l'avantage d'avoir un nez extrêmement proéminent, donc les caricaturistes en jouent énormément, sont très souvent représentés, comme vous le voyez là, en Moïse, en Hérode, en juif errant, j'y reviendrai, parce que c'est quand même la figure la plus intéressante et la plus spectaculaire, hein, Guillaume II en juif errant, et c'était une image qui, elle aussi, Reimakers est le caricaturiste le plus regardé de l'histoire de la Grande Guerre. Ça représente des dizaines et des dizaines de millions de gens qui regardent chaque mois ce genre de caricature. Hein. Je ne vous parle pas de petites choses cachées dans un journal que 3 personnes ont vues à l'époque. J'aime assez aussi Pan, qui est là toujours présent, et là, chez Pan, Guillaume II, et donc qu'un... Et donc c'est assez intéressant, parce qu'il est bien clair que personne ne peut croire que l'empereur d'Allemagne, ni Ferdinand de Cobourg, malgré son grand pif, ni encore moins le sultan de l'Empire ottoman, puisse être juif. Mais l'assimilation aux figures juives fait résonance parce qu'ils sont sanguinaires, qu'ils sont criminels, qu'ils sont barbares, qu'ils sont compléteurs, qu'ils sont traîtres, qu'ils sont vénaux. Avant la guerre, comme on le sait bien, les porcs étaient souvent assimilés et aux souverains et aux juifs. Guillaume II est devenu le roi des porcs, donc Guillaume II est devenu juif. On a donc toute une galerie de portraits donc, qui sont particulièrement bizarres. On pourrait penser, par exemple, que les crustacés qui sont sous les pieds de Moïse, nous qui connaissons le judaïsme, c'est une allusion à la cacheroute. Ben, pas du tout. C'est une allusion au fait que les Allemands sont incapables de gagner la guerre, donc ils marchent comme les crabes, de travers, et évidemment, ils vont mal finir. Par exemple, la couverture du mot, le journal de Cocteau, met très souvent des homards ou des crabes sur la couverture, sans Guillaume II, et on voit bien que c'est exactement la même chose. Mais évidemment, pour quelqu'un qui s'intéresse au judaïsme, on trouve ça un peu bizarre. Donc le plus intéressant, évidemment, Guillaume II en juif errant, lui qui marche sans repos dans une plaine infinie, je traduis le texte, hein, pour expier d'avoir refusé sa porte au Christ. Il s'agit bien de Guillaume II. L'utilisation ici de Judas, donc je passe pour aller plus vite, mais vous avez exactement la même chose. C'est, vous voyez, le Bulgare qui a accepté de l'argent, et évidemment, Judas lui dit qu'il est vraiment pas malin d'avoir fait ça, parce qu'il ne lui restera plus comme lui que la corde pour se pendre. L'antijudaïsme et l'antiprotestantisme font d'ailleurs très bon ménage. On est ici dans le rire rouge, là aussi des tirages absolument spectaculaires, hein, où un prêtre et un soldat blessé devisent au moment où les Allemands ont été très bien accueillis à Varsovie par les Juifs polonais, on en a parlé tout à l'heure, soulagés d'être délivrés de l'insupportable joug russe. Et voilà ce qu'il lui dit. Mais il va donc se faire baptiser juif, le Kaiser, et le blessé lui répond ce sera son dernier retranchement. Donc on retrouve exactement la même chose. Donc on a bien ce vieil anticléricalisme pour le rire rouge, mêlé d'antisémitisme et d'antijudaïsme, qui est réactivé par la guerre, et je crois que la pire de celle que j'ai trouvée, grâce aux collections américaines, c'est ces 3 buveurs de sang
qui sont évidemment particulièrement intéressants. Tout y est, y compris l'espèce de cimetière porté par le Kaiser, qui se transforme, qui se délite en lettres hébreux. Je pense que cette caricature, qui pour le coup, je n'ai aucune idée de sa diffusion, je ne sais pas si beaucoup de gens l'ont vue à l'époque, mais elle est quand même particulièrement spectaculaire. Alors ça, c'était pour le front occidental. On va passer en Russie, puisque c'est en Russie, comme on l'a vu beaucoup aujourd'hui, que les Juifs ont subi la guerre la plus épouvantable, ce que Stefan Zweig a saisi dès 1915 avec son acuité habituelle. Au printemps 15, donc la guerre n'a que quelques mois, il commence à écrire Jérémie, qui est un drame pacifiste, où il met en scène le sac de Jérusalem par les Chaldéens, le tout au moment de la prise de Przemyśl par les Russes, après un siège épouvantable. Or, cette ville était pratiquement une ville juive, et donc ce sont des Juifs qui ont souffert de ce siège épouvantable. Voilà ce que Zweig écrit alors à Romain Rolland. « Je vous dis que la tragédie des Juifs est plus terrible en ce moment qu'elle ne l'a jamais été depuis qu'elle a commencé dans l'histoire. Après la guerre, quelle qu'en soit l'issue, la Belgique, les atrocités en Belgique bien sûr, ressuscitera et guérira. Mais la tragédie juive, elle, ne fera que commencer avec la paix. Je ne peux vous en dire plus, mais je vous demande de me faire confiance. Croyez-moi, si je vous dis qu'elle ne fait que commencer, qu'elle n'est pas prête de se terminer. » Voilà la perspicacité de Zweig, qui n'a duré malheureusement pour lui que trop longtemps. Zweig a bien compris ce qui est en train de se passer en Russie. Les militaires sont en train de tester grandeur nature leur théorie sur les populations suspectes en internant leurs ressortissants situés sur la ligne de front dans ce qu'on peut appeler un véritable nettoyage ethnique par les déportations comme celle-là et les camps de concentration, je parle bien de la Première Guerre mondiale, et qui en est victime principalement les sujets d'origine juive et aussi ceux qui sont d'origine allemande. C'est les Juifs les plus nombreux. On pense aujourd'hui, le dernier livre qui vient de paraître, celui d'Alexandre Zoumf sur la Grande Guerre oubliée, Russie 14-18, rapporte bien le chiffre de 600 000 Juifs déportés. On est toujours bien dans la Première Guerre mondiale, victimes de la violence des pogroms, comme celui-là, représenté par Pan. Si vous voulez voir l'original, il est dans la salle quand vous sortira. Ça sera beaucoup mieux que cela. Voilà la description par Pan de ce qui se passe. En quelques heures, on les chassait de leur domicile avec une cruauté qui dépasse l'imagination. Les jeunes étaient sur le front. C'étaient tous les autres qu'on menait comme les pires criminels. On mourait là comme des mouches. Nombreux perdaient la raison. On ouvrait les ventres des femmes enceintes que l'on remplissait de plumes d'oreillers déchirées. Des soldats juifs, mutilés, décorés pour leur bravoure, rentraient dans leur ville natale, ne trouvaient que cadavres et destruction. Donc c'est ce qu'il a voulu montrer dans ces gravures. On voit ce soldat qui est non seulement décoré, mais qui est aussi gravement mutilé et qui retrouve les destructions à son retour. Le dessinateur qui avait mis jusque-là son talent, comme par exemple les dessinateurs de L'Asino, dessinateurs italiens, il avait mis tout son talent à dénoncer les atrocités allemandes contre les civils du Nord et ceux de Belgique, et il avait magnifié Joffre, que vous avez aussi dans la salle à côté. Et désormais, quand il représente ces atrocités contre ses co-religionnaires d'origine, puisqu'elle se trouve alors à Paris, il cesse immédiatement d'être adulé et il se voit contraint de quitter la France, puisque ses dessins, emplis de compassion pour ses co-religionnaires russes, sont interdits de publication sur intervention de l'ambassadeur de Russie, allié de la France, en 1917. Ça ne va plus durer très longtemps. Et enfin, pour finir, je voudrais dire qu'aux caricatures les plus anciennes vont s'ajouter lors de la guerre de nouveautés promises à un bel avenir.
le coup de poignard dans le dos du judéo-bolchevisme, dont a parlé mon ami Gert ce matin, et le couteau entre les dents. Récurrence de la lame d'un couteau, du sang, de la conspiration pour s'emparer du monde. Nous sommes bien là, dans l'univers imaginaire, des protocoles des sages de Sion, nés au début du siècle, en Russie, ravivés par la propagande sur les atrocités allemandes. On retrouve dans cette haine des Juifs qui seraient les protocole des sages de Sion, exactement la logique de la danse avec le globe que vous avez sous les yeux, où les soldats allemands, ou Guillaume II, ou les deux, sont en train d'essayer de dominer le monde par le sang et par le gaz. Il est bien clair que pour avoir une telle mégalomanie et pratiquer de tels massacres en bande organisée, le Kaiser ne pouvait qu'être juif, la boucle est bouclée. En 1917, la révolution russe et le traité de Brest-Litovsk voient naître le topos du judéo-bolchevique. Ce Judas bolchevique, au trait de Trotsky le plus souvent, trouve absolument dérisoire, je crois que je ne l'ai pas retrouvé moi dans ma documentation, dérisoire la pendaison de Judas pour quelques deniers et un seul homme, quel serein, moi j'en ai livré des millions. En plus de l'argent de la trahison qui est matérialisé par le traité de Brest-Litovsk, les judéo-bolcheviques, sortis de Punch, journal britannique, lui aussi, édité à des millions et des millions et des millions d'exemplaires, ils sont en train de s'offrir, là, gentiment, la femme russe qu'ils vont violer. On a ici la juxtaposition de la belle et de la bête, de la féminité voluptueuse et de la masculinité répugnante, l'un des thèmes les plus éculés de l'antisémitisme à dominante pornographique. Vous avez la même chose ici chez les Américains. On voit d'un côté Lénine et de l'autre Trotsky, très copain avec l'agent allemand, mais c'est Trotsky qui est à la tête, bien sûr, de la trahison dans ce genre de caricature. Ce n'est jamais Lénine. En 1918, vainqueurs et vaincus continuent à filer les métaphores avec la même énergie. Il y en a un qui n'est jamais en reste, c'est Guillaume Apollinaire, qui continue à montrer sa haine des Allemands, et voilà ce qu'il proclame tout à fait à la fin de la guerre, quelques jours avant de mourir de la grippe espagnole. Ce qui conviendrait le mieux au Kaiser chargé de la malédiction du monde serait le rôle du juif errant. Eh bien, le juif errant, on va le retrouver. On le voit ici, qui a essayé d'attraper le monde, mais ça n'a pas marché. Et qu'est-ce qu'il va trouver? Un fromage de Hollande, puisque le Kaiser est obligé de fuir jusqu'en Hollande. Donc vous l'avez ici de façon extrêmement réaliste. On a ici un journal italien toujours. La défaite fait quitter rapidement le navire Allemagne aux rats, qui ont tout perdu, mais Guillaume II, réfugié en Hollande, sait en tant que juif, entre guillemets, trouver ce beau fromage. Le prétendu, vous voyez, il quitte le navire Allemagne pour aller vers le fromage hollandais, et on retrouve une dernière fois le prétendu long-nez de Ferdinand de Saxe-Cobourg, les juifs qui non seulement ont complété, non seulement sont responsables de la défaite, ils ne fuient pas comme des rats, ils sont réellement des rats qui partent, malheureusement pour la Hollande, répandre leur miasme délétère et contagieux un peu plus loin. D'ailleurs, le caricaturiste britannique, toujours dans Punch, il est en train de prévenir ses concitoyens. Eh bien, on n'est pas débarrassé des Juifs, même si la guerre est gagnée, parce qu'ils sont évidemment des profiteurs de guerre. Vous voyez qu'avec l'un avec sa barbe et l'autre avec sa kippa, sont en train de célébrer ce qui se passera pour les 40 ans à venir, tellement ils ont fait d'argent grâce à la guerre. Quant à la dernière caricature à droite, les dessinateurs allemands ne sont pas en reste. On retrouve Judas dans les négociations de paix.
Et ça s'appelle le traître trahi, évidemment. Les Italiens avaient changé de camp en 1915, rentrant en guerre de l'autre côté. Donc Judas Emmanuel se plaint, ils ne veulent pas me donner mes 39 deniers d'argent. Et on voit donc ici, ils sont tous caricaturés en juifs, et le grand prêtre Wilson, et qui retient sur ses gages le gage de Fiume, qui ne sera pas rendu aux Italiens. Oui, vous voyez le couteau de circoncision qui goûte du pénis devenu couteau de l'italien. Vous voyez qu'on a beaucoup de style, beaucoup de pudeur dans les caricatures à l'époque, mais je le répète, ce ne sont pas des caricatures marginales, ce sont des caricatures dans la presse centrale de pays absolument centraux. Alors évidemment, je finirai par l'Allemagne, où l'on va retrouver, évidemment, juste après la guerre, l'idée de la trahison juive. On en a parlé ce matin, mais c'est simplement des illustrations de ce qu'a dit Gerd Krummach. Donc, vous avez les transactions entre juifs et la truie symbole, hein, qui revient. Symbole d'ailleurs de la luxure, comme vous savez. Et puis, vous avez ici le couteau dans le dos, magnifique carte postale. Je suis désolée pour la présentation, mais c'est pour... les Américains font comme ça pour être sûr qu'on ne va pas le reproduire sans leur payer de droits. Donc, je peux le montrer comme ça. Et donc, vous avez le soldat du front, hein, avec son casque d'acier, qui est en train d'être attaqué, bien sûr, par l'arrière. Les Juifs et les Enjuivés, on ne sait plus très bien dans quel sens ça commence, qui lui plantent un couteau dans le dos. Pour vous rappeler, puisqu'il s'agit du journal local allemand de l'île d'occupation, que cela n'est pas né en 1917 ou en 1918, mais bien avant. Vous avez ici les ennemis représentés assez gentiment, finalement, par rapport à ce qu'on vient de voir de l'autre côté. Mais celui que vous avez ici, au centre, qui est en train d'ailleurs de couler, il représente la France. La France est représentée sous la forme d'un juif qui ne va pas tenir, et il ne va pas tenir d'autant plus, bien sûr, qu'il a un rameau d'olivier dans la main, et que donc il est même l'idiotie d'être pacifiste en pleine guerre. Il a vraiment tout pour plaire. Voilà les ennemis de l'Allemande, les ennemis de l'Allemagne après 1918. Ils sont juifs, ils sont noirs, Arma Judaica Germanorum, tout est absolument clair. Je voudrais simplement conclure en finissant évidemment sur l'Allemagne. Un certain nombre de juifs allemands ont eu une espèce de prescience. J'ai parlé tout à l'heure de Zweig très tôt. Un autre que je voudrais citer, c'est le sioniste Julius Berger, qui écrivait avant même le comptage des Juifs, au début de 1916. L'antisémitisme croît, il croît contre les Juifs de l'Est, il croît contre ceux de l'Ouest, il croît énormément, et on doit se préparer à une énorme orgie qui sera célébrée après la guerre. Et on le voit en particulier à travers, je dirais, l'insulte pornographique qu'on vient de voir, l'insulte de Judensau, de la truie des Juifs, qui était extrêmement ancienne et qui va commencer à réapparaître petit à petit dans la Première Guerre mondiale. Mais elle va réapparaître aussi très fortement dans les années 20 et encore beaucoup plus fortement dans les années 30. Ce sont aussi les destructions de la guerre elle-même, en particulier celles d'églises, qui vont être
détournés par les nazis. Et il y a en particulier une couverture très, très intéressante de Der Stürmer, mais je n'ai pas réussi à mettre la main dessus. Mes dossiers sont vraiment mal tenus. C'est le Stürmer de mars 1937 qui représente les ruines d'une église et un calvaire en partie abattu. Et ça, ce sont des scènes du front absolument banales. Hein. Les ruines d'églises avaient beaucoup frappé tous les soldats, quelle que soit leur origine nationale, et ils en avaient énormément dessiné, ils en avaient énormément rapporté chez eux, ils en avaient énormément aussi photographié. Et sur la couverture du Stürmer, on a rajouté au-dessus de la ruine l'énorme figure d'un juif totalement caricaturé, comme ceux qu'on a vus à l'instant. On est donc passé au stade de la persécution active, on est en 1937, contre ceux qui sont jugés comme les responsables de la guerre et de ses destructions et de la défaite de l'Allemagne. Je voudrais conclure cette conclusion par l'histoire d'un jeune juif galicien qui s'appelle Raphaël Lemkin. Il est né en 1900 et donc pendant la Première Guerre mondiale, il a 14, 15, 16 ans et il est extrêmement frappé par les déportations et par les pogroms. Ceux qu'il voit, ceux dont il entend parler aussi. Il est aussi extrêmement frappé, cela plutôt en 1918-1919, par l'extermination des Arméniens. Et il saura s'en souvenir au moment où il commencera à réfléchir à un terme qu'il appellera dans les années 30 le crime de barbarie et qu'il conceptualisera plus tard sous le nom de génocide. Je vais simplement vous faire remarquer que la zone de résidence des Juifs russes avant 1917 correspond parfaitement au mètre près à la zone de l'extermination par balle pendant la Seconde Guerre mondiale, ce que n'a pas vu Tim Snyders, parce que Terre de sang, ça commence en 1930. À mon avis, ça aurait dû commencer en 1914. Merci. Juste une remarque, l'église, pour la couverture du Stürmer, il n'y a pas eu d'église allemande qui a été détruite. Donc le pire, c'est que c'est une photo d'une église en France, bien sûr. C'est une photo d'une église en France, mais c'est une photo d'une église de guerre. C'est présenté comme une église allemande. Non, c'est pas présenté comme une église allemande. C'est présenté comme une église de front, du front. C'est par rapport à la guerre qu'on se situe. Hein. Les destructions de la guerre sont dues aux Juifs. Voilà ce qu'on dit. Et pour les lecteurs allemands, je crois que quand ils voient cette couverture... Ah ben, je ne sais pas ce qui était capable de comprendre le lecteur allemand. Mais oui, mais il peut pas. Enfin, il est très clair. Je ne sais plus ce qui est en légende, mais il est très clair qu'il s'agit d'une destruction de la guerre. Et justement, si les Allemands ont eu l'impression qu'ils ont été trahis, c'est bien parce qu'on n'a pas cassé un carreau en Allemagne. Bon, voilà, mais ils le savent bien, puisque c'est les Juifs qui sont responsables de tout. Juste un petit rajout, magnifique papier, Annette. Il y a un précédent aux accusations de trahison, même dans la guerre de 70 contre des Juifs de l'Est. Donc il y a, semble-t-il, une belle continuité dans ces motifs. Tout à fait. Tu n'étais pas arrivé tout à l'heure, mais il y a eu une communication. On a déjà parlé de ça. Tu as tout à fait raison, bien sûr. Il y a une longue... Non, mais il y a une longue tradition, et c'est important de le rappeler. Personne ne l'a fait aujourd'hui, mais quelquefois on a l'impression que l'histoire commence en 1933. Bien sûr que non. Non, bon, je propose que donc on continue et on écoute la dernière intervention donc de Dorothea qui va conclure notre journée donc en nous parlant de la mémoire juive de la guerre en France et en Allemagne. Donc Dorothea qui est enseignante-chercheuse à la Sorbonne Nouvelle et qui fait partie, maintenant tu es dans quel centre de recherche ? Je crois le même centre de recherche auquel font partie à peu près la moitié des intervenants aujourd'hui. C'est le CEREG. D'accord, très bien, donc je te laisse la parole. Merci Martine. Merci, juste une petite précision. Effectivement, je vais vous parler aujourd'hui de la mémoire juive en France et en Allemagne dans l'entre-deux-guerres, et plus précisément pendant les années 20, enfin de 1918 à 1933. Donc je prends un découpage
plus strictement allemand, même si c'est bien sûr très osé, pour ne pas dire naïf, de prendre la parole après Annette Becker, qui est quand même la spécialiste mondiale des représentations et de la mémoire de la guerre en France. Donc, excusez-moi, Madame Becker, si je dis des choses, si je cite en partie vos ouvrages. Le traumatisme de la guerre est certainement le principal trait d'union entre l'histoire française et allemande dans l'après-guerre. Profondément blessées par le conflit, les sociétés françaises et allemandes sont des sociétés en deuil, en quête de reconnaissance pour leur sacrifice consenti. Dans ces deux pays, hantés par le souvenir de la guerre, les pouvoirs publics sont alors confrontés au phénomène de souffrance massive. Ils vont alors tout mettre en œuvre pour essayer d'apaiser la douleur et en essayant de lui donner un sens patriotique. Et c'est bien de là que naît l'immense activité commémorative en France et en Allemagne qui se met donc en place juste après la guerre. C'est bel et bien cette dimension collective et politique du deuil qui caractérise l'après-guerre aussi bien en France qu'en Allemagne. Dans ces deux pays, l'omniprésence de la mort de guerre va transformer le deuil intime et privé en objet d'un culte public. Jamais auparavant, souvenirs privés et mémoire publique n'ont d'ailleurs semblé à ce point complémentaires et former un ensemble indissociable. Et la référence à Maurice Halbwachs est évidemment bien plus qu'un exercice de style. Cet exposé souhaiterait, pour sa part, explorer les méandres de la mémoire juive de la guerre, à la fois comme composante de la mémoire nationale et comme phénomène à part, irréductiblement fidèle à une injonction mémorielle propre à la tradition juive. Et je rappelle juste le primat du Zakor, du souviens-toi, comme cœur de la tradition juive. L'on pourrait d'ailleurs se demander pourquoi autant de penseurs et écrivains juifs aient donné un corps littéraire à la mémoire de la guerre, quand on pense bien sûr à Maurice Halbwachs, Sigmund Freud, Marcel Proust et autres. Maurice Halbwachs, c'est une femme juive. Bon, bah, d'accord, merci beaucoup. Il a épousé une femme juive, qui est la fille de Victor Bach. Mais il n'est pas... Écoutez, merci. Je ne le savais pas. Je croyais qu'il était juif. Zut alors. C'est pas bien grave. C'est un Alsacien catholique. Presque. La place différentielle du sacrifice juif au sein de la mémoire publique semble d'abord refléter des représentations bien différentielles de la guerre selon les pays, qu'elles soient dictées soit par des antagonismes majeurs en Allemagne, soit qu'elles soient intégrées à la tradition républicaine en France, on l'a déjà entendu tout à l'heure. Mais face à la marginalisation croissante du souvenir juif dans l'espace public, les Juifs d'Allemagne et de France vont progressivement dresser leur propre lieu de mémoire pour rappeler que leur citoyenneté est pleinement méritée. Alors, je vais adopter un plan un peu binaire. Je vais commencer par l'Allemagne, ensuite je vais vous présenter le cas français, d'ailleurs assez rapidement, mais c'est vraiment par souci didactique pour bien poser le problème. Alors, première partie, l'Allemagne. Comment ça se passe en Allemagne après la guerre ? Le déni de défaite qui taraude l'Allemagne, nous l'avons entendu ce matin, rend le travail de mémoire dans ce pays d'emblée très difficile, et bien plus difficile qu'ailleurs. Dans un climat politique extrêmement violent, marqué par une guerre civile larvée, les blessures de la guerre ont beaucoup de mal à guérir. Le nouveau régime républicain, né de la défaite, est d'emblée frappé du sceau d'illégitimité. En plus, il est confronté à une soif de revanche terrible, nous l'avons entendu aussi ce matin, en particulier à l'égard du traité de Versailles, qui impute toute la responsabilité de la guerre à l'Allemagne. Dès lors, la défaite attribuée à la trahison de l'arrière par la légende du coup de poignard dans le dos reste une hypothèque très lourde pour ce jeune régime républicain qui ne parvient pas à créer le moindre consensus autour de lui. Bien au contraire, la rancœur obsessionnelle développée par des mouvements extrémistes alors très en vogue déstabilise
profondément la République de Weimar, qui servira donc de bouc émissaire, tout désigné par les anciens responsables militaires. C'est dans ce climat d'extrême polarisation politique que la mémoire de la guerre est très vite traversée par un conflit d'interprétation sur la guerre et sur le sens à donner à la guerre. C'est même un conflit entre mémoire concurrente et antagonique qui fait rage et qui s'enflamme chaque fois qu'il y a des monuments aux morts qui sont inaugurés. Souvent, il faut d'ailleurs une surveillance policière très très forte, etc. Gerd Krumm-Eicht parle d'ailleurs de guerre des tranchées autour de ces mêmes monuments. Et cette guerre des tranchées autour des monuments est certainement l'une des facettes les plus éclatantes d'une société profondément clivée et l'un des chaînons de la désagrégation politique en cours. Elle rend en tout cas le consensus autour des initiatives commémoratives impossible. L'amertume à l'égard de la situation allemande débouche aussi sur l'exacerbation du sentiment antisémite, nous l'avons entendu ce matin, sentiment attisé par le soupçon de la trahison judéo-bolchevique. En 1925 était interdite aux juifs allemands l'adhésion aux associations d'anciens combattants, comme par exemple le casque d'acier, en allemand c'est le Stahlhelm, la plus importante d'entre elles. Ils rejoignent alors massivement le grand mouvement d'anciens combattants juifs. En allemand, c'est le Reichsbund jüdischer Frontsoldaten, la Confédération nationale des soldats juifs au front, qui a été fondée en 1919 par le capitaine de réserve Leo Löwenstein, dont il était question tout à l'heure. Cette association deviendra, je crois, l'une des plus grandes organisations juives allemandes dans l'entre-deux-guerres, dont la tâche consistait principalement à mettre en place des sections d'autoprotection juive, à savoir, c'était quasiment des milices d'autoprotection juive, dont la tâche était de surveiller les synagogues et de surveiller surtout la population juive partout en Allemagne. L'action défensive de cette association, de cette confédération nationale des soldats juifs au front, souligne en creux l'intégration problématique des juifs allemands dans la culture mémorielle de la Grande Guerre. Dans ce domaine, cette association veillait souvent sans succès à ce que la commémoration des soldats juifs morts à la guerre soit honorée au même titre que celle des soldats non juifs, dans le cas des célébrations commémoratives ou d'inscriptions sur des plaques, stèles et autres monuments morts. Or, l'État républicain se désengagea progressivement du culte des morts et laissa le soin à des associations privées ou à des anciens combattants, telle l'Union populaire pour l'entretien allemand des tombes de guerre. Alors cette association existe toujours, elle s'appelle Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge, qui assume donc une bonne part de la mémoire de guerre en dehors de tout contrôle de l'État républicain. De même, les églises vont jouer un rôle institutionnel majeur dans ce domaine et imprimer donc une signature chrétienne très forte, bien évidemment, aux célébrations du deuil. En 1919, une célébration commémorative est fixée au Dimanche des Morts. Dimanche des Morts au mois de novembre, qui est ouvertement calqué sur le calendrier de l'Église évangélique. Cependant, il faut rappeler que la Jeune République ne disposait pas de fête nationale à laquelle elle aurait pu rattacher une commémoration officielle, ce qui explique aussi le faible nombre de commémorations publiques, qui ne possèdent d'ailleurs pas du tout la même fonction intégratrice que par exemple le 11 novembre en France. Lors de la cérémonie commémorative en l'honneur des soldats tombés au champ d'honneur en août 1924, donc 10 ans après le début de la guerre, le gouvernement allemand refusa d'associer un aumônier juif, pourtant réclamé par les anciens combattants juifs. C'est seulement l'an d'après, donc lors de la journée du deuil en 1925, que des représentants juifs sont enfin conviés à faire partie de la célébration officielle qui se tient au Reichstag. Mais alors là, comble du malheur, cette célébration est d'emblée assombrie par la mort de Friedrich Ebert, le président social-démocrate en qui les Juifs d'Allemagne avaient placé de grands espoirs. Si l'on érige, à l'instar de la France, de nombreux monuments morts,
Ceux-ci sont souvent issus d'initiatives communales ou paroissiales. Souvent les deux se superposent d'ailleurs en Allemagne. D'inspiration chrétienne ou militaire, ils refusent souvent de donner la moindre justification à la mort de la guerre, à la mort de guerre. Outre le fait que ce marché, fort juteux, était entre... Alors là, je cite quelqu'un, vous allez peut-être dire qu'il n'est pas juif, à mon sens, il est moitié juif, mais bon, peu importe, que ce marché de la mémoire et des monuments morts était entre les mains les plus robustes et les plus dépourvues de scrupules, comme le disait Thomas Mann, les solutions artistiques empruntent largement à la symbolique chrétienne, comme en France d'ailleurs, avec des représentations de Pietà, de crucifix, etc., censées compenser l'absence de sens à accorder à la mort. Le régime de Weimar n'éleva pas non plus de monument national en mémoire de ces morts ou en l'honneur d'un soldat inconnu, comme l'avait pourtant préconisé Konrad Adenauer, qui était à l'époque, pendant les années 20, maire de Cologne, et qui souhaitait donc inhumer un soldat inconnu sur les bords du Rhin, enfin faire un pont entre les deux rives du Rhin, et voulait s'inspirer ouvertement du modèle français. Même le monument de Tannenberg, construit loin de la capitale, entre 1924 et 1927, où l'on inhuma 10 soldats inconnus, ne pouvait absolument pas avoir la même fonction centrale et mémorielle que le tombeau du soldat inconnu, on l'a vu encore il y a 3 jours, qui était donc construit sous l'Arc de Triomphe à Paris. La cérémonie d'inauguration de ce monument de Tannenberg, qui exclut aussi bien le rabbin censé initialement prononcer un discours que d'anciens combattants juifs, constitua là aussi un jalon supplémentaire dans cette longue série d'occultations de la contribution juive importante des Juifs à la Grande Guerre. Plus largement, l'absence de lieu de mémoire central reflète aussi la grande difficulté à construire une identité politique et un sentiment national communément accepté en Allemagne. Mais cette jeune république surgit des décombres, dépourvue de tradition démocratique, doit en même temps réinventer ex nihilo, donc du néant, de rien, tout un nouveau répertoire symbolique. Si elle échoue très clairement à intégrer l'expérience de la guerre dans une nouvelle tradition républicaine, c'est qu'aussi les soldats ne s'étaient pas non plus battus pour elle et que la défaite rendait difficile l'interprétation du sacrifice militaire. Il est d'ailleurs intéressant de noter que la figure très populaire du bon camarade, tirée d'un poème allemand, Der gute Kamerad de Ludwig Uhland, vient en quelque sorte compenser une culture mémorielle progressivement usurpée par le mouvement nationaliste qui s'arc-boute d'emblée sur le refoulement de la défaite. La publication par la Confédération nationale des Juifs au front, donc cette fameuse association qu'on vient de voir, de l'ouvrage commémoratif « Les Juifs de l'armée allemande morts à la guerre », paru en novembre 1932, constitua un dernier moment dans cette mémoire juive de la guerre irrecevable dans la mémoire nationale. Elle fut une ultime tentative d'ériger un monument, ne serait-ce qu'en forme de livre, pour les soldats ignorés et délaissés par la mémoire officielle, dont nulle effigie ne figura jamais sur des lieux de mémoire officiels. Je passe directement au cas français qui paraît être un peu l'antipode de l'Allemagne, en tout cas pendant les années 20. J'ai un peu du temps. La frénésie commémorative française contraste fortement avec le cas allemand, d'autant plus que la victoire semblait plus facilement conférer sens et reconnaissance au sacrifice. De plus, la mémoire de la guerre pouvait aisément s'imbriquer dans une symbolique républicaine déjà existante et l'enrichir de sa rhétorique sacrificielle. De ce rapprochement entre guerre et république va résulter une mise en scène commémorative absolument inédite qui s'étendra sur tout le territoire national. Et je ne vais pas approfondir le sujet parce que je suis vraiment en présence de la grande historienne de cette histoire. En tout cas, cette mémoire cette mémoire de la guerre, cette mémoire républicaine, jouit d'un large consensus dans la société française de l'après-guerre, d'autant que les choix symboliques retenus, républicains, patriotiques, pacifistes, soulignent vraiment l'unité
irréductible entre nations et république. Il n'y a pas ces antidotes comme en Allemagne. La place centrale des anciens combattants au sein des commémorations, comme lors du 11 novembre, érigit en même temps le souvenir de l'union sacrée en exigence suprême. Le souvenir du sacrifice des Juifs français, ouvertement reconnu comme l'une des familles spirituelles de la France, était ainsi inscrit dans des lieux de mémoire officiels, mais se perpétuait aussi dans un cadre plus spécifiquement communautaire. Parallèlement à l'essor des associations d'anciens combattants, ouvertes à la fois aux catholiques, protestants et juifs, qui souhaitaient perpétuer le souvenir de leur cohabitation dans les tranchées, des anciens combattants juifs créèrent aussi leurs propres associations. Pour n'en citer qu'une, par exemple l'association des anciens combattants engagés volontaires juifs, fondée en mars 28. La fédération de ces différentes associations juives au sein d'un comité d'entente des associations d'anciens combattants et volontaires juifs de France, fondée en 1934, témoigne en même temps de l'ampleur d'un mouvement distinct d'anciens combattants juifs, souvent rébutés par l'antisémitisme ou l'hostilité de leurs camarades français. Il faut quand même le rappeler. Ces associations d'anciens combattants juifs veillaient souvent et avec grand succès à ce que les nombreuses commémorations soient célébrées entre associations juives et non juives. En effet, de nombreuses cérémonies d'inauguration de monuments morts associent souvent des rabbins ou des délégations d'anciens combattants juifs. Le consistoire central décida dès 1920 de commémorer chaque année le 11 novembre, donc l'armistice, dans toutes les communautés juives françaises. À cette occasion, la plupart des synagogues parisiennes, toutes ornées de drapeaux, devaient associer la Marseillaise aux prières pour la République. Tout au long des années 20, un rituel immuable structurait ces offices, où se succédaient, d'après l'entrée des drapeaux, des cortèges de représentants officiels, d'anciens combattants, de mutilés, blessés, médaillés et de militaires, à l'image des commémorations un peu partout, célébrées partout en France. Les synagogues devinrent ainsi, dans l'après-guerre, un carrefour important pour les cérémonies commémoratives les plus diverses. La place centrale des rabbins dans ces célébrations, inaugurations de monuments morts, soulignait inversement aussi la dimension religieuse de ce culte. Voilà, ce culte de la mémoire, rassemblant donc à la fois des autorités politiques, religieuses et militaires, témoigne en même temps d'une puissante mise en scène œcuménique qu'on n'a pas en Allemagne au même moment, qui inscrit chaque fois les acquis de la victoire dans l'idée républicaine. C'est dans cette logique interconfessionnelle que l'inscription juive se retrouvait également sur des monuments morts, qui portaient, outre les signatures chrétiennes, une signature juive. Par exemple, à Douaumont, des services religieux ont par exemple souvent accompagné l'inauguration de ces monuments, comme par exemple à Douaumont en 1932, lors de l'inauguration de cet ossuaire qui a été donc inauguré, le plus important ossuaire en France. Alors, on a érigé un monument commémoratif juif à côté de l'ossuaire de Douaumont. Et d'ailleurs, de même, l'inscription de noms d'écrivains juifs sur 2 tables de marbre au Panthéon, inaugurées en octobre 1927, qui portent les noms de 560 écrivains morts au combat, se lit comme un autre rappel aux devoirs liés à l'héritage de l'union sacrée. Nombreux furent également des monuments érigés en l'honneur des Juifs étrangers morts pour la France, comme ce monument dressé rue de la Roquette, dans le 11e arrondissement en 1935, ou encore une plaque installée devant les Invalides. Enfin, un monument fut élevé à Saint-Dié sur la tombe du grand rabbin Abraham Bloch, mortellement frappé, d'après la légende, par un éclat d'obus alors qu'il apportait un crucifix à un soldat blessé. Cette cérémonie, là aussi, d'inauguration, qui rassemblait à la fois le rabbinat, le clergé catholique et tous les notables et tous les hommes politiques de la région, était là aussi conçue comme une exhortation à perpétuer l'union sacrée en temps de paix. Le souvenir des Juifs morts pour la France pouvait enfin se perpétuer aussi sur des monuments dressés dans les synagogues ou sur des cimetières juifs. Honorer la mémoire communautaire était aussi un moyen de revendiquer une place de plus en plus
contesté dans le Panthéon des soldats morts pour la République. La mise en place de ces monuments spécifiquement juifs témoignait en même temps du problème de l'ubiquité chrétienne du symbolisme funéraire. Fidèle à la prescription biblique de ne point représenter les morts, ces monuments juifs, alors dépourvus de tout emblème allégorique ou autre, sur lesquels n'étaient gravés que des noms, respectaient alors un dépouillement esthétique conséquent. Après de longues discussions, un monument aux morts fut ainsi érigé dans la synagogue de la Victoire, ici à Paris, avec la simple inscription à la mémoire des Israélites morts pour la France. Réalisé par le sculpteur Emmanuel Hanot, ce monument fut inauguré en 1923, là aussi en présence du président de la République et du président du Conseil, dans une galerie jouxtant la synagogue de la Victoire. Enfin, l'étude « Les Israélites dans l'armée française » d'Albert Manuel, secrétaire général du Consistoire de Paris, paru en 1921. Véritable monument de papier, représentation officielle du sacrifice du poilu juif, elle devait surtout apporter la preuve de la participation juive à la guerre, elle aussi de plus en plus contestée en France. Et je termine. À la différence de l'après-guerre française, où le souvenir du sacrifice des Juifs devait participer au patriotisme républicain et au pacifisme, l'irrecevabilité de la mémoire juive de la guerre dans la mémoire allemande aurait pu présager l'expérience progressive de l'exclusion des Juifs allemands dans la communauté nationale. Dans cette lecture, cet important différentiel mémoriel pourrait être considéré comme un signal supplémentaire de l'évolution dissymétrique entre histoire française et allemande dans l'entre-deux-guerres. Mais dans les deux pays, la mémoire juive apparut aussi progressivement comme nouveau jalon dans la défense contre l'antisémitisme. Et c'est précisément cette dimension défensive qui est certainement la spécificité de la mémoire juive de la Grande Guerre. Pour conclure, pour terminer là vraiment, je voudrais enfin attirer l'attention sur la profondeur de cette foi en l'engagement patriotique. Dans les deux pays, les Juifs confrontés à la persécution, qu'ils soient français, allemands ou immigrés, soulignèrent chaque fois leur engagement combattant pour justifier leur adhésion à la communauté nationale. De nombreuses lettres destinées à Pétain ou à Hitler témoigne chaque fois de situations familiales déchirantes. Avi Primor relate dans son dernier roman, qui va paraître en France l'année prochaine, Süß und ehrenvoll, traduction littérale en français, c'est doux et honorable, l'histoire de deux soldats juifs, l'un allemand, l'autre français. Donc Avi Primor relate dans ce roman l'histoire d'une famille allemande dont tous les fils ont été fauchés par la guerre. Oui, merci beaucoup, Madame Bonnekamp et Madame Becker pour toutes ces informations. C'est très enrichissant. Moi, c'est Madame Bonnekamp que je m'adresse, que ma question s'adresse. C'est au sujet de ce sacrifice juif de 14-18. Il y a à la synagogue de la Victoire de Paris donc des plaques avec des dizaines et des dizaines de noms de morts en 14-18. Il y a un livre d'or des Israélites algériens avec des centaines et des centaines de noms, etc., etc. Mais il y a aussi, par exemple, Jean Zay, qui n'est pas vraiment juif, oui, mais qui insulte le drapeau français dans l'après-guerre, quoi. Alors là, sur Jean Zay, je vous arrête tout de suite. Écoutez, il faut quand même laissez-moi terminer mon propos. Vous interviendrez après. Non, mais attendez, j'ai simplement cité un fait. Je termine et après je vous donne la parole. Il n'y a pas de problème. Mais alors moi, la question que je veux vous poser, c'est que dans cette période d'après 14-18, c'est-à-dire entre 18 et 1933, c'est cette période que vous traitez. Est-ce qu'il y a des réactions négatives dans la communauté juive de France, dans la communauté juive d'Avon et d'Algérie, bien sûr, puisqu'elle est liée à la France, dans la communauté juive d'Allemagne ou de Russie, à ce sacrifice juif? Parce que pour moi, je réagis très négativement. Vous savez, je l'ai toujours dit au cours de ce colloque, moi je me sens juif avant tout, quelle que soit la nationalité que je peux porter. Donc moi je réagis négativement quand on me dit il y a des milliers de juifs, 12 000 en Allemagne, 5 000 en France, etc. Je vais très vite, excusez-moi, je termine tout de suite, qui sont morts, qui ont versé le sang pour d'autres pays que le peuple juif. Voilà, c'est ça. Alors bon, Jean Zay, vous répondrez après, Madame Becker, il n'y a pas de problème.
Non, mais vous pouvez penser ce que vous voulez. Moi, je suis ici comme historienne. Je suis aussi juive, mais je suis pas là pour ça. Je suis là comme historienne. Et c'est pas parce que des gens mal intentionnés et antisémites ont raconté des conneries sur Jean Zay qu'il faut les reprendre à votre compte. Il faut regarder la réalité historique. Et donc, Jean Zay, qui était un enfant pendant la guerre, a fait quelque chose que peu d'enfants ont fait pendant la guerre. Je parle de la Première Guerre mondiale. Il a fait un journal de guerre, d'un patriotisme absolument incroyable, qui est un document fantastique. Mais celui-là, personne ne le sort jamais. Ensuite, il y a eu, dans les années 20, des tas de gens, à commencer par les surréalistes, dont il était proche, qui ont fait des blagues de potache, qui ont l'air d'être contre le patriotisme. Mais on était dans les années 20, on était dans la période du pacifisme, on était là pour dire ça a été une horreur, et tout le monde est d'accord avec ça. Il a simplement fait ce genre de blague de potache. C'est extrêmement bien. Il y a une grande biographie de Jean Zay par Olivier Loub, il le montre très bien, il parle de cet incident. Dire que Jean Zay, qui est en demi-juif, mais qui est considéré comme juif, évidemment, quand il faut l'assassiner, oui, non, mais qu'il soit juif ou pas, on s'en fiche. Je veux dire, il représente le républicain parfait, qui dans les années 20, comme jeune homme, est absolument abasourdi par le massacre. Comme vient de l'expliquer très bien Dorothea, c'est le cas partout. Ce deuil, c'est quelque chose d'épouvantable, et c'est ça qu'il faut voir avant tout. Et que donc, de temps en temps, ça explose chez des gens qui disent la guerre, c'était vraiment le pire du pire, mais ça n'explique pas ni fondamentalement le parcours politique d'après, de Jean Zay, évidemment, c'est simplement un moment de potache, et quand il devient un homme politique, ça n'a rien à voir avec ça, d'une part, et d'autre part, c'est en contradiction avec sa position pendant la guerre. Et c'est ça qu'il faut essayer de comprendre. Pourquoi c'est après la guerre? Il y a eu plusieurs fois dans la journée des tentatives de juger les gens qui étaient engagés pour la patrie pendant la guerre. Mais au nom de quoi on les juge? On n'a pas à les juger. C'était comme ça pendant la guerre, ce patriotisme du côté des Allemands, du côté des Français, mais du côté des Anglais, du côté des Australiens, du côté des Américains. C'était un patriotisme mondial, chacun pour sa patrie. Et donc, il était normal que les Juifs en fassent partie, en tant que patriotes de leur propre parti. Et ensuite, il nous a été montré par plein de gens aujourd'hui, de façon extrêmement subtile, comment c'est difficile quand on a la même religion. Mais on aurait pu faire le même colloque sur les catholiques. Vous croyez que le pape était content pendant la Première Guerre mondiale ? Juste, excusez-moi de vous interrompre. Si j'ai bien compris, votre question était aussi sur les réactions des communautés juives en France et en Allemagne sur ce problème de la mémoire. Sur cette mémoire. Oui. Il y a des plaques, il y a des livres d'or, etc. Vous avez cité des livres d'or en Allemagne aussi sur les anciens croiseurs juifs. Oui, livres d'or, oui. Ça a dû exister en Russie, etc. Partout, oui, partout, oui. Juste pour terminer cela, en Allemagne, peut-être un cas que je connais bien mieux que le cas français, il y a eu tout au long des années 20, donc jusqu'en 1933, des réactions régulières, pour ne pas dire quotidiennes, quasiment dans tous les journaux, toutes les fractions de la communauté juive, qu'ils soient libéraux, assimilationnistes, sionistes et autres, sur le problème de l'exclusion des juifs allemands de la mémoire. Et ça revient périodiquement tout le temps. Et c'est une des facettes de l'antisémitisme de l'après-guerre, c'est vraiment que les juifs ne fassent pas partie de la mémoire, que leur sacrifice ne soit pas reconnu, que tout ce qu'ils ont fait pour la patrie, finalement, c'était vain. Et puis, il y avait vraiment une très profonde frustration. Pourquoi ont-ils fait tout ça? Bon, plutôt à la fin des années 20, parce que le début, c'est Weimar, c'est un peu l'égalité, donc on est encore un peu, on ne sait pas trop ce qui va arriver. Et puis, quand ça commence vraiment à tourner vers Weimar à partir de 30-31, ça revient quasiment tous les jours. Pourquoi on ne va pas honorer la mémoire de nos morts? À quoi bon est-ce qu'on s'est bien battu? Et voilà, et vous avez ce fil conducteur jusqu'en 40-42, la lettre qui citait une jeune femme, dit voilà, mon fiancé a été fauché, mes 3 frères ont été fauchés, on est tellement patriotes, et puis voilà. Donc c'est cette frustration jusqu'au bout.
Une dernière question, peut-être monsieur, puis après on arrête. Oui, je voulais savoir, on connaît bien l'engagement des Juifs étrangers présents en France, dans l'armée française. Est-ce qu'il y a une situation analogue en Allemagne ? Oui, alors effectivement, les Juifs immigrés, alors on les appelle les Juifs de l'Est, les Juifs est-européens, c'était pour certains engagés, donc ceux qui étaient en Allemagne en 1914, dans l'armée allemande. Alors je passe sur toutes les péripéties, mais il faut savoir une grande partie des Juifs immigrés sont arrivés pendant la guerre parce qu'on a déporté beaucoup de Juifs voilà, des zones d'occupation en Allemagne, enfin déportés, c'est un terme fort, hein. On les a pris souvent contre leur gré, bien sûr, pour les faire travailler, déportés, voilà, pour les faire travailler dans l'industrie d'armement en Allemagne. Bon, on leur a promis des salaires, mais bon, on les a quand même déportés. Donc une grande partie des immigrés juifs dont il était question en France sont surtout arrivés en Allemagne entre 14 et 18, et puis surtout après 18, après Versailles, et puis là, voilà. Et l'armée autrichienne aussi, oui. Bon, là, je parle plutôt du cas allemand, mais oui. Il n'y a pas de légion étrangère en Allemagne ? Non. Mais on les a recrutés quand même, hein. On n'a pas eu trop de voilà, de problèmes pour le faire, là. Toutes les volontés étaient les bienvenues, hein. Surtout, on était tellement en manque de militaires qualifiés, et voilà, c'était un vrai problème. Moi, je vous conseille pour tous ceux qui ne l'auraient pas lu, pour comprendre ces problèmes en profondeur sur des années et des années, c'est de lire le journal de Klemperer. Ah oui. Parce que Klemperer, qui est un ancien combattant de la Première Guerre mondiale, et qui tient son journal tout le temps, et qui est un linguiste, et qui réfléchit aux mots et à ce qu'ils veulent dire, donc en dehors de LTI, bien sûr, lire le journal de Klemperer jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. C'est un document extraordinaire. Et vous avez tous les enjeux sont montrés. Absolument tous. Oui, il est traduit. Alors, il n'est pas traduit intégralement en langue française, parce qu'il est très, très, très long. Donc, il existe en allemand intégralement et en anglais intégralement. Mais en français, il y en a quand même 2 volumes, et on a une idée de ce que ça représente, et c'est absolument remarquable. C'est probablement le seul qui est de la reconnaissance pour le bombardement de Dresde. Oui. Et 3 jours avant qu'il soit embarqué, c'est parfaitement exact, Dominique. Vive les Anglais. Je vous propose de clôturer cette journée. Je vous remercie de votre présence. Bonne soirée. Merci beaucoup.